L'explosion d'une arme nucléaire libère en un temps très court une énorme quantité d'énergie. Cette énergie donne naissance à 3 effets caractéristiques de ce type d'explosion et contre lesquels les combattants auront à se protéger. Le premier, l'effet thermique, est dû à la très forte quantité de chaleur dégagée et rayonnée par l'explosion. Le second, l'effet mécanique, apparaît avec l'onde de choc qui prend naissance au voisinage de l'explosion et est transmise par l'air, l'eau ou le sol. Le troisième, l'effet radioactif, est lié à l'émission de divers rayonnements, alpha, bêta, gamma et neutroniques, pendant la première minute. C'est le rayonnement nucléaire initial. Chacun de ces 3 effets serait sûrement mortel jusqu'à des distances importantes pour un combattant surpris à découvert et sans protection. L'alerte sur le champ de bataille étant rarement donnée dans le cas d'une attaque ennemie, cette protection devra donc être préventive pour être efficace. Nous allons étudier successivement chacun de ces 3 effets pour les connaître et apprendre à nous en protéger. Vous constaterez que leur action peut être réduite dans des proportions considérables par la mise en œuvre de moyens de protection souvent rudimentaires. L'énergie thermique rayonnée autour du point zéro de l'explosion d'une arme nucléaire l'est d'une façon quasi instantanée, car elle se propage à la vitesse de la lumière. L'éclair, dont la perception est instantanée, est susceptible de produire des brûlures de la rétine avant qu'intervienne le réflexe de fermeture des paupières. Ce rapace, surpris en plein vol, est définitivement aveugle. Voici un combattant sans protection, avec le col ouvert et les manches relevées. Il a été brûlé sur toutes les parties du corps non recouvertes par la tenue. C'est ce que risque un combattant à 3 km d'une explosion de 20 kilotonnes. Celui-ci, qui tournait le dos à l'explosion, avec pour seule coiffure un béret, mourrait vraisemblablement des suites de ses brûlures à la nuque et à la tête. Par beau temps, l'effet thermique peut avoir une très grande portée. Pour une 20 kilotonnes, il peut provoquer des brûlures jusqu'à 4 km. Le fait de se jeter à terre au moment de l'éclair assure une protection qui cependant n'est pas totale. Le combattant de gauche, qui a le réflexe de s'allonger 1 seconde après l'explosion, reçoit une partie non négligeable du rayonnement. Après remise en station verticale, vous constatez que ses vêtements sont moins noircis que ceux de son voisin resté debout. Mais des risques de brûlure ne sont pas à écarter. Le moindre écran, naturel ou artificiel, suffit pour se protéger efficacement, comme ces 2 mannequins vont nous le montrer. Un poncho a été tendu devant le mannequin de droite. Celui de gauche n'est pas protégé.
L'effet thermique embrase complètement le poncho. Derrière, le mannequin n'a rien. Les vêtements de celui de gauche brûlent. Vous remarquez que le mannequin de droite est absolument intact, alors que le poncho est brûlé. Celui de gauche est très sérieusement endommagé. Pour le combattant isolé, la première protection de la peau nue est réalisée par la tenue elle-même. Col fermé, manches baissées, gants et couvre-nuque permettent une protection efficace, comme le montrent ces exemples. Le poncho se révèle très efficace, car, porté flottant, il laisse entre lui et les vêtements une mince couche d'air qui atténue l'effet de la chaleur. Si le poncho est brûlé, la tenue elle-même a peu souffert, donc a fortiori la peau. La végétation peut constituer un écran naturel. Ce combattant, dissimulé derrière une ligne d'arbustes au moment de l'explosion, ne porte aucune trace de brûlure. Des bâches de véhicules à roues forment un excellent écran. Ici, l'un des combattants a baissé la bâche arrière d'un véhicule. L'autre l'a laissée ouverte. Après l'explosion, bien que les bâches aient complètement brûlé, l'un a été protégé, l'autre est hors de combat. L'intérieur d'un véhicule blindé représente un abri sûr. Encore faut-il ne rien laisser traîner qui favorise ou active des incendies et débarrasser systématiquement les positions de tout objet inflammable. Pour être efficace face à une explosion inopinée, la protection contre l'effet thermique doit être permanente et complète en raison du caractère instantané de l'effet. Mais les exigences du combat ne le permettent pas toujours. La végétation est également sensible à l'effet thermique et les risques d'incendie dans les zones proches de l'explosion sont à prévoir. L'essentiel de la protection consiste, pour les combattants qui se déplacent à découvert, à porter une tenue telle que le minimum de peau apparaisse. Pour les autres, à rechercher la protection d'écran. L'onde de choc créée par une explosion nucléaire se propage à partir du point d'explosion à la vitesse du son. L'anneau nuageux qui la suit matérialise son déplacement dans l'espace. Sur le terrain, le passage de l'onde de choc se traduit par trois phénomènes: la surpression, le souffle, la projection de matériaux. Tout d'abord, la brutale augmentation de pression agit par écrasement. Cette force est responsable de l'enfoncement de la carrosserie de ces véhicules. Chez l'homme, elle est à l'origine de lésions pulmonaires jusqu'à 700 mètres pour une 20 kilotonnes et de ruptures de tympan jusqu'à 1500 mètres pour une même puissance. Puis, immédiatement après, la surpression décroît jusqu'à redevenir normale. C'est la phase positive qui s'accompagne d'un vent violent pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Quelques secondes plus tard, la pression devient inférieure à la pression normale, c'est la phase négative, et le vent change de sens.
La force de ce vent, encore appelé effet de souffle, peut projeter un homme à plusieurs mètres ou déplacer et disloquer un véhicule. Enfin, le vent emporte avec lui un certain nombre de projectiles. Comme ce morceau de bois planté dans cet arbre, ou ces cailloux incrustés dans ce tronc. Si l'individu est désarmé face à la surpression, il peut par contre se protéger contre le souffle. La seule parade possible, s'allonger rapidement face contre terre. Regardez ces deux mannequins, l'un debout, l'autre couché. À l'arrivée de l'onde de choc, celui resté debout est projeté. L'autre, allongé, ne bouge pas. Mais attention, souvenez-vous qu'il n'est pas bon de s'allonger n'importe où. Ce combattant en terrain découvert et plat a eu un bon réflexe. Mais il gardera des cicatrices dues aux pierres projetées par le souffle. Un fossé, un talus aurait suffi à le protéger contre ces projections. Un autre exemple de ce qu'il ne faut pas faire vous est donné par ces deux combattants dans un véhicule à l'arrêt. L'un, dédaignant toute protection, est resté au volant. L'autre, plus prudent, est allongé derrière la Jeep. La Jeep va reculer et rouler sur le soldat allongé derrière. Tous deux sont hors de combat. L'homme allongé derrière le véhicule a eu la poitrine enfoncée par les roues arrière. Le conducteur, brûlé profondément, a été blessé par le capot et les éclats de vitre du pare-brise. Souvenez-vous qu'à terre, il faut s'allonger dans un trou ou derrière un talus en évitant la proximité de véhicules qui peuvent être déplacés ou renversés. Les constructions qui peuvent s'écrouler sont également à éviter.
Dans un véhicule blindé, accrochez-vous, tenez-vous fermement. Sous l'effet du choc, le véhicule peut reculer. Si vous avez eu ce réflexe, il ne vous arrivera rien de fâcheux. Enfin, n'oubliez pas que tout objet abandonné sur le sol peut devenir un projectile redoutable, comme ce coquillage planté dans l'arbre. Ce combattant sera plus grièvement blessé par cette tôle venue le frapper au visage que par l'onde de choc elle-même. Ne laissez donc rien traîner. Par conséquent, et une fois encore, votre survie réside dans la recherche systématique de la protection préventive. L'essentiel de cette protection consiste, pour les combattants à découvert, à utiliser, si possible, un abri ou à aménager un emplacement loin d'un véhicule ou d'une ouverture. Évitez de laisser traîner des objets qui peuvent devenir des projectiles meurtriers. Le rayonnement nucléaire initial est constitué de rayons alpha et bêta de faible portée. Le danger principal est dû à l'émission de rayons gamma et de neutrons émis pendant la première minute qui suit l'explosion. Mais la dose absorbée peut être réduite par des écrans épais ou lourds. Ainsi, 60 cm de terre diviseront par 10 le rayonnement nucléaire initial. Il apparaît donc à nouveau que le fait de s'abriter immédiatement réduira de façon très sensible la dose de rayonnement reçue. Un trou individuel, un talus suffisamment épais, un fossé assez profond vous apporteront en même temps une protection contre l'effet thermique, contre l'onde de choc et contre l'effet radioactif. Toutefois, un danger demeure, celui des retombées radioactives provenant du nuage qui s'est formé après l'explosion et qui se déplace sous l'action des vents en altitude. Le rayonnement nucléaire résiduel peut toucher des zones beaucoup plus vastes que celles intéressées par les effets initiaux. Même loin de l'explosion, vous pouvez être exposé aux retombées radioactives, mais vous serez alerté en temps voulu. Un trou individuel recouvert d'une toile de tente, un véhicule bâché, un char offrent une bonne protection. Ainsi, au prix de contraintes légères, les 3 effets fondamentaux de l'arme nucléaire peuvent être réduits dans des proportions considérables par des moyens rudimentaires de protection. Mais, comme le combattant ne dispose que de quelques secondes pour se protéger, il doit être entraîné à choisir et à gagner les emplacements offrant une protection sûre. Il est important d'avoir conscience de ce fait. Il est nécessaire de connaître les mesures à prendre. Il est capital d'en exiger l'application.